Quel point commun existe-t-il entre Bagdad, la Cisjordanie, le Cachemire, le Botswana, la frontière avec le Mexique ou la ville de Padoue? Eh bien, le point commun, c'est que l'on y construit des murs. Est-ce qu'ils sont provisoires ou permanents? Est-ce qu'ils sont efficaces ou est-ce qu'on peut les contourner? Eh bien, prenons quelques exemples pour essayer de comprendre. D'abord, cette idée n'est pas nouvelle. Le plus ancien des murs défensifs est dressé en Chine, entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. La muraille de Chine, ou plutôt les murailles de Chine, s'allongent sur des milliers de kilomètres pour tenter de protéger l'Empire du Milieu de la menace mongole. Rome aussi avait dressé, au 2e siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelait le limès. Le limès marquait une limite entre civilisés et barbares. Il suivait les fleuves ou prenait la forme d'un mur, comme les murs d'Adrien ou d'Antonin, qui sont toujours visibles aujourd'hui au nord de l'Angleterre. Eh bien, ces murs devaient contenir les barbares écossais, les Pictes ou les Scots, qui menaçaient l'Empire romain. On pourrait ainsi multiplier les exemples à travers l'histoire, avec notamment évidemment les villes fortifiées. Mais aujourd'hui, il y a des évolutions de la fonction du mur sur lesquelles nous voudrions nous arrêter. Au XXe siècle, certains murs ont comme une fonction de limite idéologique. C'est le cas bien sûr à Berlin, avec un mur qui a séparé un même peuple pendant presque 30 ans. Il est construit dans la nuit du 13 août 1961 pour mettre un terme à l'hémorragie démographique que connaît la République démocratique allemande. Entre 1949 et 1960, 3,5 millions d'Allemands quittent leur pays en passant par Berlin pour passer à l'ouest. Le mur est dressé en plein cœur de la ville sur 165 km de long, 14 000 gardes, 6 000 chiens le surveillent, et ce mur symbolise évidemment la partition du monde en deux blocs idéologiques opposés. Alors avec la chute de ce mur de Berlin, le 9 novembre 1989, on a tous été plus ou moins convaincus que tous les murs étaient appelés à disparaître. Or, depuis quelques années, on constate plutôt le contraire. Le premier cas est celui de l'Union européenne, dont l'un des acquis est la libre circulation à l'intérieur de l'Union. Et avec la mise en place des accords de Schengen, il a fallu pour certains des États membres reporter la fonction de contrôle de leurs frontières vers l'enveloppe externe de l'Union. Donc, à charge aux pays placés aux avant-postes de renforcer leur contrôle, en particulier vers l'Est et vers la Méditerranée. Eh bien, c'est là que se trouvent deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla. Melilla est à proximité de la frontière algérienne, au bout de la péninsule de Guelaya. Cette enclave avait été conquise par l'Espagne en 1497, soit 5 ans après la fin de la Reconquista, et l'objectif c'était d'empêcher toute nouvelle incursion des Maures par la mer. Ceuta, elle, est presque en face de Gibraltar. Elle passe sous souveraineté espagnole en 1640, et le port qui est au bout de la péninsule marocaine de Yebala est resté espagnol depuis. C'est ce point de la frontière que tentent de franchir ceux qui veulent venir vivre en Europe, car pénétrer dans une de ces enclaves, c'est pénétrer dans l'espace Schengen. Donc pour limiter l'immigration clandestine, l'Union européenne a fait construire une barrière métallique de 3 mètres de haut. Puis en 2005, plusieurs centaines de migrants africains tentent de la franchir. Cette barrière est encore surélevée alors de 3 nouveaux mètres. Elle est renforcée par un système de cordes métalliques tressées entre les zones marocaines et espagnoles. Alors ces murs ne tentent pas de contenir une force militaire, mais de séparer des populations au niveau de vie différent. On retrouve d'ailleurs cette même fonction de séparation avec les tronçons de murs construits en 2005 le long de la frontière du Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique. Il s'agit là de contrôler les flux, les trafics et d'assurer la sécurité économique. On trouve aussi une autre fonction, assurer la sécurité physique des citoyens. C'est le cas du mur entre Israéliens et Palestiniens. À la suite d'une vague d'attentats, la Knesset vote en juin 2002 un budget pour faire construire une barrière le long de la ligne verte, cette ligne correspondant à l'armistice de juin 1949. Alors pour le gouvernement israélien, il s'agit d'assurer la sécurité de ses citoyens, c'est la fonction première d'un État, et ce mur vise à empêcher l'infiltration de terroristes.
Cette barrière pour Tel Aviv est temporaire, elle est sécuritaire, elle n'est pas politique et ne préjuge donc en rien le tracé d'un futur État palestinien. Mais pour les Palestiniens, au contraire, c'est le mur de la honte. Ce mur est au contraire tout à fait politique. Il exprime sur le sol la volonté d'annexer une partie des territoires palestiniens en Cisjordanie. On voit bien que pour faire passer certaines colonies juives à l'ouest de la ligne verte, le mur pénètre à l'intérieur des terres, avalant des villages palestiniens. Il forme une emprise au sol d'une 50aine de mètres de large, prise bien sûr sur le territoire palestinien. Il y a un fossé, un chemin de patrouille, puis au centre une barrière thermosensible, et enfin une bande de sable qui permet de repérer les traces de pas. À certains endroits, la barrière prend la forme d'un mur de béton de près de 8 mètres de haut, visant à empêcher les tirs des snipers. Alors après avoir pris acte de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, la barrière de sécurité a été déclarée illégale par la résolution 1015 des Nations Unies en juillet 2004. Le texte condamne donc cette séparation physique, mais dans un autre paragraphe exige de l'autorité palestinienne de faire cesser les attentats, ce qui atténue tout de même la portée de cette résolution. Alors pour le gouvernement israélien, ce mur est un mal nécessaire, puisque en 2002, on enregistrait 400 morts israéliens dus aux attentats, et en 2005, après la construction de la séparation, il n'y aurait eu que 50 morts. Dernier exemple, au Moyen-Orient toujours, avec une logique identique dans la fonction de séparation, l'armée américaine construit des segments de murs à Bagdad pour limiter les tensions entre communautés. Dans le quartier d'Admaïa, majoritairement chiite, l'armée américaine, dans le cadre du plan de sécurisation de la capitale irakienne, a entrepris en avril 2007 la construction d'un mur de 5 km de long et de 3,5 mètres de hauteur autour d'une enclave sunnite. Ce mur doit empêcher les chiites de commettre des attentats suicides dans les quartiers sunnites et doit permettre aux Américains de contrôler les poches qui servent de base aux activistes sunnites. D'autres murs existent déjà dans la ville, comme celui qui entoure la zone verte, ultra protégée à Bagdad. C'est là que se trouve l'ambassade américaine et une grande partie des ministères irakiens. Mais tant du côté du gouvernement irakien que des partis politiques ou des mouvements islamiques, de nombreux Irakiens estiment que ces murs renforcent en fait le sectarisme, car ils inscrivent dans le sol, et maintenant dans les cartes, l'éclatement communautaire de l'Irak. Alors on voit bien les évolutions des fonctions de ces murs qui s'élèvent en de nombreux endroits dans le monde. Et puis ce recensement est loin d'être complet. J'aurais pu vous parler du mur de 1400 km de long que la Chine a fait construire pour empêcher l'immigration nord-coréenne. Ou bien tout proche de nous, en Italie, la municipalité de Padoue qui a fait dresser entre deux quartiers de la ville un mur de 84 mètres de long sur 3 mètres de haut, sous protection policière, afin de séparer la ville dite convenable de la ville où se trouvent des dealers et où vivent aussi des populations pauvres ou immigrées. Et puis se multiplient encore des enclaves résidentielles sécurisées, où l'on doit montrer son identité à l'entrée de la résidence, par exemple à Rio, à Los Angeles, à Lagos, à Abidjan, à Nice, à Manille. Et là, il ne s'agit pas d'une frontière. La frontière, par l'accord mutuel qu'elle induit, oblige à reconnaître l'autre de l'autre côté. Non. Le mur s'impose unilatéralement, les murs divisent et ne sont qu'un aveu de faiblesse. Eh bien, triste constat d'une triste réalité. Alors une grande partie des photos que vous avez pu voir dans cette émission, vous pouvez les retrouver dans ce très bon livre, Des murs entre les hommes, édité à la Documentation française, avec une jolie exergue. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, et c'est de Newton. Et puis vous pouvez aussi lire Des murs et des hommes dans la revue Panoramique aux éditions Corlet.